Salut toi. Pas con du tout, j'avoue, ouais, c'est une bonne idée, ouais. J'avoue, ouais, jouer à cache-cache dans cet espace restreint, dans cette tranchée de fortune. Ouais, j'avoue que c'est l'éclate, j'avoue, ouais. Ouais. Mais bon, ça me manque. Qu'est-ce qui me manque? Bah, quand je serai. Parce que je sais pas ce que tu faisais avant toi, avant d'être un vrai ou faux crâne, et je m'en fous, j'ose pas te toucher. Mais disons qu'avant, moi, eh ben, j'étais vidéaste sur internet. Ouais, je sais, c'est génial, mais bon, calme-toi quand même, hein, parce que vidéaste sur internet, c'était vite dit, tu sais, c'était youtubeur, mais bon. Fallait bien s'habituer à se sobriquer un peu désuet, un peu ridicule, mais bon, ça le faisait en même temps. Hein. Je me souviens des joies et des frustrations que ça causait. Tu sais que c'est pas con ça comme idée. Ouais, j'avoue, ouais, ça pourrait détendre, ça pourrait être sympa. Faire une bonne critique comme à l'ancienne, j'avoue que ça me manque un petit peu. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas internet et que du coup, bah, je peux pas faire de vidéo puisque j'ai pas de caméra non plus, mais bon, c'est pas grave. Tu sais quoi? Vu que les youtubeurs aimaient bien parler des trucs d'actualité, des trucs tout frais, tout récents, des choses qui sont dans l'air du temps, et vu l'ambiance, ça te dirait un bon film de guerre? Quoi comme film de guerre? Eh ben j'apprécie ton enthousiasme, cher squelette, parce qu'après tout, on va parler d'un film de Sam Mendes. 1917. Bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo critique sur 1917 de Sam Mendes. Oui, c'est ça, oui. Je me souviens qu'à sa sortie, 1917 avait été loué à raison sur sa technique, enfin sur son travail, sur le plan séquence en continu. Un travail effectivement justement loué, mais plusieurs choses, on avait oublié plusieurs choses le concernant. La vache, c'est plutôt... c'est brouillon. Bon, bref. Plusieurs choses le concernant furent oubliées. Putain. Plusieurs choses le concernant furent oubliées. Et je pense qu'il serait temps de remettre les pendules à l'heure. Et pour parler de 1917... par quoi je commence? Ah bah oui, tiens, voilà, la bonne idée. Le plan séquence. Le plan séquence est le haut fait dont rêve n'importe quel... Tu vas pas parler de la carrière de Sam Mendes avant? Tu es tatillon, jeune squelette, mais je vais t'expliquer, parce que si j'avais été flemmard, je serais allé voir effectivement la fiche Wikipédia de Sam Mendes et résumer sa carrière pour montrer que, oh là là, bah, j'ai la culture et je l'étale bien comme il faut, sauf que du coup je suis honnête avec ça, et puis surtout que dans le contexte actuel, on s'en bat un petit peu les couilles. En fait, Sam Mendes, après son travail éreintant sur son deuxième James Bond, donc Skyfall puis Spectre, donc, il a été très fatigué, et puis il a été surtout motivé d'écrire un film, la première fois de sa carrière, qu'il a voulu faire un film en plan séquence, intégralement en plan séquence, parce que le film Spectre, justement, le début du film s'ouvrait avec un plan séquence. Donc, le plan séquence, c'est le haut fait dont rêve n'importe quel cinéaste. Ce fantasme de faire une seule prise dans une scène où la caméra suit une action sans s'arrêter. Un fantasme de mise en scène qui peut servir le propos de l'histoire, diluer tant pour qu'on s'attache plus au personnage, ou soit faire une action immersive. Déjà que faire un plan au cinéma peut nécessiter des heures de préparation, alors faire un plan séquence demande encore plus d'efforts, puisque tout doit être parfait, du mouvement de la caméra jusqu'au casting, et de l'équipe technique, et de l'agencement du ou des décors, etc., etc., et etc. Alors baser tout son film sur un vrai faux plan séquence est un grand casse-tête qui ne peut être qu'un simple accessoire égocentrique narcissique, et 1917 ne tombe pas dans le piège. Parce que oui, la mise en scène de Sam Mendes est en parfait accord avec ce qu'il veut montrer. À cette époque-là, je me souviens que les grosses productions avaient tendance à enchaîner les plans épileptiques de 1 à 2 secondes max, ce qui rend le spectateur passif et ce qui peut l'ennuyer. Mais Sam Mendes prend le contre-pied de tout ça en faisant un film en plan séquence, empêchant donc d'avoir d'autres points de vue et où fatalement les prises peuvent respirer et prendre le temps d'être avec ses personnages. Certains diront que ces prises sont peut-être trop longues, mais je dirais que le film se devait d'être comme ça. Par exemple, un film classique aurait filmé la bataille entre les 3 hélicos en enchaînant les points de vue des pilotes et le point de vue de nos héros. Dans 1917, cette scène se focalise uniquement que sur les soldats et sur leurs réflexions, ignorant qui est en train de gagner ou de perdre. Pareil lorsque la nuit, Scofield croise un soldat dans le village. Est-ce un ennemi? Un ennemi? La tension est permanente. On vit et on découvre les choses en même temps que eux. Dans le making-of, l'équipe revenait souvent sur une chose, la notion du non-retour.
parce que les personnages traversent tous ces décors, mais sans jamais y revenir. Et comme la caméra les suit de très près tout en avançant et sans jamais regarder en arrière, le film en devient encore plus immersif et jamais ennuyeux, car il nous plonge dans l'horreur incessante de la guerre. Mais au-delà de ça, les mouvements de caméra appuient certaines émotions que le film veut véhiculer. Je pense à cette scène où Scofield est à bord d'un camion qui s'est affaissé dans la boue. Après 2 essais infructueux où la caméra est fixe, Scofield supplie de l'aider et il est épaulé par tous les autres soldats et Scofield pousse de toutes ses forces parce qu'il veut réussir sa mission et la caméra fait un timing avant qui resserre le cadre pour nous faire ressentir cette détresse. Puis la caméra pivote sur le côté pour nous faire comprendre que c'est le dernier mouvement de poussée et le camion est dégagé. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de réflexion et ça démontre que l'intérêt du film ne réside pas que dans son plan séquence, comme certains l'ont réduit, même parmi les critiques positives. Oh putain! Et surprenamment, le travail sur les décors est absolument incroyable. C'est fou, je trouve ça impressionnant le nombre de détails et d'accessoires qui ont été posés sur je sais pas combien de mètres, qui sont vus au loin, en haut, en bas, enfin bref, un vrai travail titanesque absolument immersif. Et évidemment, le travail de Roger Deakins comme directeur de la photographie est excellente, avec une image terne où les couleurs sont très peu présentes, renforçant le glauque de cette guerre sale et sanglante. Mais aussi les scènes où l'obscurité a une place importante. Simple comme dans la scène avec Colin Firth au début, ou plus complexe avec cette scène absolument belle que je qualifierais de cauchemardesquement belle aussi. Un plan qui m'a fait tirer une larme de par sa beauté inouïe. Cette scène avec la nuit totale où les fusées éclairent le village ravagé des coups de Salmen. Un moment de grâce et d'une beauté infinie, poussé par la mise en scène encore une fois, ce travail inédit sur la lumière et la musique d'un compositeur multiplement récompensé, Thomas Newman. Des fois, les mots ne suffisent pas à démontrer la puissance d'une scène et comment s'est laissé porter par cette magie cinématographique. Bon, après, on peut qualifier la bande originale de pas très marquante, hein. Bon, je sais, c'est un peu bizarre, mais disons que il n'y a pas vraiment de thème dont on retiendra vraiment les notes ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des partitions de musique mélancoliques avec ces notes au piano, et ces morceaux de bravoure, ces morceaux intensifs, ces morceaux de partitions immersives, c'est juste fou. Bon, à défaut d'avoir des thèmes marquants, bon bah, la BO accompagne efficacement les scènes. Et tu vas pas parler du casting? Tu sais, je pourrais te tuer, hein, de chagrin, hein. Mais le casting est excellent, enfin, ils jouent tous très bien. Enfin, c'est un casting, c'est vraiment un bon casting. Surtout George Mackay qui intériorise tellement d'émotions qu'il finit par devenir un soldat hanté par sa mission. En fait, j'ai rien de pertinent à dire, c'est réussi de ce côté-là. C'est juste que le parti pris d'avoir choisi des acteurs peu connus, ça renforce cette image du soldat lambda, et donc ça parasite pas avec l'image qu'ils sont censés dégager. Mais pour moi, ce qui fait la différence, et ce que les critiques, même positives, ont oublié de parler, c'est le scénario. Quand les critiques ont parlé du film, c'était avant tout pour dire que l'histoire était simple mais basique, mais que tout le reste valait le coup parce que c'était une réussite cinématographique. Et effectivement, 1917 l'est, et ça, y a aucune raison d'y revenir là-dessus. Mais à quoi sert une myriade d'effets spéciaux et d'effets pyrotechniques si on ne se sent pas investi par ce que vivent les personnages? Ah bon, tu n'as pas aimé le scénario?
Eh ben au contraire mon ami, au contraire. Et dis donc tu es super actif et ça fait plaisir parce que c'est un point qui me faisait extrêmement peur lorsque je l'ai découvert au cinéma et c'est un point que j'ai trouvé étonnamment bon étant donné le sujet. L'histoire de Scofield et de Blake qui doivent transmettre un message de toute urgence à un bataillon afin de sauver 1600 hommes dont fait partie le frère de Blake. Et au début, on peut croire que cette information est clairement forcée, comme une espèce de carotte pour faire avancer superficiellement l'intrigue. Mais finalement, ça donne une situation de course contre la montre plus tangible pour les personnages. Et ça fonctionne, grâce à l'aplomb dont fait preuve Blake pour aller donner ce message, et que Scofield lui dit qu'il n'est pas raisonnable, et qu'il devrait attendre la nuit pour se déplacer. Ce à quoi Blake répond, je me rappelle plus trop, mais un truc comme « ça se voit que c'est pas ton frère qui risque de mourir ». Donc on s'investit avec eux, puisqu'on se dit qu'on n'aimerait pas qu'un membre de notre famille aille sur le front inutilement pour qu'il finisse en charpie. Donc on s'identifie à ces personnages et à ce qui les motive. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque Blake meurt et qu'il demande à Scofield de transmettre le message et de retrouver son frère qui lui ressemble mais en plus vieux. Donc cette scène de transmission devient un enjeu clair pour Scofield et donc par extension nous spectateurs. Et en plus comme Blake transmet involontairement à Scofield son humanisme, alors que jusque là Scofield tout ce qu'il voulait c'était tuer tout ce qu'il trouvait sur son passage, et même l'Allemand qui a tué après son pote, du coup le but de Scofield après ça, c'est de courir, de survivre et de faire le moins de morts possible. Et quand Scofield arrive à la fin à donner le message au colonel Mackenzie, ce dernier accepte le repli, mais prévient Scofield qu'il est certain que dans une semaine, ils ont ordre d'attaquer et de lancer cet assaut avorté. Puis après avoir prévenu le frère de Blake de sa mort, Scofield trouve un arbre qui domine un champ et il y va pour s'endormir. Alors que le début du film le voyait se réveiller dans le même type de décor. Il s'endort comme si tout ce qu'il avait vécu n'était qu'un simple rêve qui a tourné au cauchemar, et qui vont devoir continuer demain au réveil comme un cycle sans fin. Une écriture faisant appel à la figure de l'épanadiplose qui conclut brillamment le film et le cycle de la guerre. Ses horreurs et le peu d'espoir qu'elle peut susciter. On passe de la figure du simple soldat à leur humanisation pleine et entière dans un contexte inhumain. Et la fin du film où Scofield regarde la photo de sa femme et de ses enfants fait partie de ce processus pour que l'identification et la caractérisation du personnage soient complètes. Ou bien encore, comment le colonel Mackenzie a-t-il eu son œil borgne? Et est-ce que le personnage de Colin Firth n'est-il pas un colonel lâche puisqu'il semble détaché quand il parle, ne semble jamais impliqué et ne jamais sortir pour se battre? Il est en totale opposition à Mackenzie qui lui est maigre et plus cynique car il est vraiment présent sur le front. Bref, chaque personnage présenté a une histoire. Même le personnage tertiaire a un vécu que l'on ressent et que l'on se pose des questions sur eux. Ils habitent tout autant le film que les principaux. Alors oui, l'histoire est simple mais incroyablement beaucoup plus profonde. Et encore, je pense avoir occulté d'autres pistes du scénario, mais quasiment personne n'en a parlé alors que c'est ce qui rend 1917 unique et plus dense. Alors j'ai peut-être oublié des défauts à noter, mais 1917 est un film immersif sur tous les points et les décors remplis de détails poussés sur la longueur rendent cette bataille encore plus impressionnante qu'on a l'impression d'y être. Et je regrette qu'il n'ait pas eu l'Oscar du meilleur film à l'époque. C'est dommage, mais en même temps la concurrence était vraiment rude. Je sais pas si avec tout ça on s'en souviendra, mais 1917 est un film hallucinant et halluciné, que je vous invite à redécouvrir dans les meilleures conditions possibles. Et je vais terminer comment mes vidéos? Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut. Et je vous dis à plus et à la prochaine. Salut. Qu'est-ce que ça manque de plus pouvoir dire ça? Bon, voilà, la vidéo est terminée, donc si j'arrive à la produire plus tard, peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, peut-être par pur hasard, par pure chance, peut-être que... Comment je l'appellerais cette vidéo 1917, une bombe cinématographique. Non, c'est pas top. Non, avec interrogation pour interrogation, même, je veux dire, c'est pas top comme type, avec le jeu de mots. 1917, un cauchemar réveillé. Entre guillemets, entre parenthèses, critique. Ouais, ça me paraît pas mal, ouais. T'en penses quoi? Ah ouais, j'avoue, le titre, il est badass, il est super cool, et ta vidéo, elle était trop bien. Oh, merci, je te remercie beaucoup, j'avoue. Moi, je suis gêné quand même. Tant de compliments d'un seul coup, j'avoue. Tu t'es pas habitué, surtout venant de ta part. Ouais, mais non, mais faut pas croire, parce que, je veux dire, si j'avais rien dit, tu serais tombé sur un os. Putain, mais ferme ta gueule!
Ferme ta putain de gueule, tu comprends ça, sale squelette de mes deux? Tu vas la fermer ta gueule! Voilà, c'est ce que je préfère. Voilà, tais-toi parce que sinon la deuxième elle va partir. La deuxième, et ben voilà, la deuxième elle part, voilà, t'as gagné. T'as gagné parce que tout ce que je voulais c'était faire quelque chose de bien, quelque chose de drôle. Et toi tu te ramènes en bavanant en mode eh voilà c'est trop bien ton titi les badass. Mais je sais bien que t'es pas sincère. T'es pas sincère bonhomme. Tu sais pourquoi t'es pas sincère? Parce que t'existes pas, t'existes dans ma tête. Connasse, connard, fils de pute. Allez tous vous faire enculer, putain de merde. Merci.